Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles au rendez-vous du jury du dimanche qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Zahra Iyane Thiam. Bonjour. Madame la ministre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, membre du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République, parti au pouvoir, et du secrétariat permanent de Benno Bokk Yakaar. Sécuriser le pouvoir d'achat des Sénégalais, c'est la petite phrase lâchée ou lancée, c'est selon, par celle dont la mission est de faire des résultats dans le domaine de ce qui est appelé aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. C'est d'ailleurs la dénomination de son département ministériel combiné à la microfinance. Évoquer le pouvoir d'achat des Sénégalais dans un contexte d'augmentation ou de réajustement du prix de l'électricité qui a fait sortir vendredi certains citoyens pour dire non, ñoo lank, ñoo bañ, en wolof, cela fait forcément de vous un sujet qu'on a envie d'écouter. Zahra Iyane Thiam est donc l'auteur des propos cités plus haut et elle est l'invitée du jury du dimanche. Qu'entend-elle par sécuriser le pouvoir d'achat des travailleurs? Comment compte-t-elle y arriver, elle dont la mission est de promouvoir l'économie sociale et solidaire? Autrement dit, comment faire pour que le taux de croissance se mange, comme on le dit, parce que devant se ressentir dans le panier de la ménagère, la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire répondra également à d'autres interrogations, notamment l'actualité politique avec les querelles notées dans votre camp entre responsables du parti présidentiel. Donc, Madame la ministre, bienvenue. Commençons par l'actualité, la marche contre la hausse du prix de l'électricité vendredi à Dakar, une forte mobilisation selon la presse sénégalaise, un coup de semonce, un avertissement sans frais pour le pouvoir que vous êtes. Je vous remercie, Mamadou Ibra, pour l'invitation à cette émission. Je voudrais, après vous avoir félicité pour l'excellent travail qui est fait, dire bonjour aux Sénégalaises et aux Sénégalais et féliciter également l'ensemble de e-radio. C'est vraiment très bien et c'est cela, sécuriser le pouvoir d'achat des travailleurs. Je vous ai tendu la perche alors. Voilà. Et c'est cela dans le prolongement de vos propos liminaires. Je voudrais d'abord réitérer les propos que j'ai tenus, puisque Monsieur le Président de la République nous a confié la charge d'un département ministériel autour de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? C'est permettre à chaque citoyen de pouvoir contribuer à la création de la richesse. Comme vous l'avez indiqué, une création de richesse qui devrait pouvoir se manger. Comme on l'indique, la croissance, on doit pouvoir ressentir cela au niveau du panier de la ménagère. Pour ressentir la croissance au niveau du panier de la ménagère, il faut nécessairement sécuriser cet outil qui vous permet d'avoir des produits et des services à mettre dans le panier de la ménagère. Étant entendu que dans ce panier-là, vous avez les denrées de première nécessité, dans ce panier-là, vous avez les ressources financières qui doivent vous permettre de payer vos factures, qui doivent vous permettre d'avoir un toit, qui doivent vous permettre d'être mobile, de partir à la recherche de cette ressource-là. Prenons maintenant la facture d'électricité. On reviendra sur les autres aspects du panier de la ménagère. Cette facture d'électricité a connu un réajustement selon la Sénélec, hausse, en tout cas selon les citoyens qui ont marché vendredi. Je disais, il y a eu une forte mobilisation selon les témoins. Est-ce que c'est un coup de semonce ou un avertissement sans frais pour le pouvoir? J'en venais à cela. Oui. De mon point de vue, cela ne me gêne guère, puisque, comme vous le savez, nous venons de l'opposition. Nous avons, comme à l'image de ce que nos compatriotes
ont manifesté le vendredi dernier, manifesté au même endroit et pour, disons, les mêmes préoccupations. Vous comprenez cette Donc, marche? je comprends cette marche qui témoigne aujourd'hui de la vitalité de la démocratie du Sénégal et qui répond à ceux qui pensent que les libertés sont cloisonnées ou que les libertés sont restreintes, puisqu'aujourd'hui, dès lors que la manifestation recoupe la réglementation, recoupe les textes et les lois en vigueur, elle est non seulement permise, mais elle est également encadrée pour permettre l'expression des populations. C'était le cas vendredi. C'était le cas vendredi, puisqu'on a eu des manifestations antérieures. Et d'ailleurs, un des points qui a été soulevé au cours de cette manifestation-là, je reviendrai au réajustement du prix de l'électricité, mais un des points qui a été soulevé, c'est l'arrestation de certains de leurs camarades qui n'ont pas été en conformité avec la loi. Justement, ils disent libérer Guy Marius Sagna et compagnie, revenez sur la hausse du prix de l'électricité, sinon on marche sur le palais dans 7 jours. C'est un ultimatum de ce mouvement Nyo Bagn Nyo Lank. Prenez-vous cette menace au sérieux? Toutes les menaces doivent être prises au sérieux, puisque nous sommes dans un état de droit. Et en tant que détenteurs de la volonté populaire, du suffrage populaire, nous devons être présents à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'être à l'écoute des populations. L'autre niveau, c'est maintenant d'être en conformité avec l'arbitrage qui fait partie de la mission régalienne de l'État. Une fois que tous les désirs sont énoncés par les uns et les autres, il faut que force reste à la loi pour qu'on puisse justement sécuriser le pouvoir d'achat de tout un chacun. Et pourquoi je disais que je reviendrai au réajustement du prix de l'électricité, c'est parce que ce ne sont pas des questions qui peuvent être traitées séparément. Ce sont des questions globales qui s'enchaînent les unes des autres. Donc, manifester, oui, exprimer son désaccord ou son désir, oui, mais conformément à la loi. Et cela, un ultimatum est là. Libérez-les dans une semaine ou nous marchons sur le palais. Les ultimatums ont toujours été là. J'aurais pu comprendre qu'ils donnent leur position par rapport à la violation de la loi. Puisque la manifestation, ceux qui ont été arrêtés, ils sont allés manifester dans un périmètre qui était interdit. Donc, ils ont violé la loi. Les grilles du palais. Voilà. Oui. Nous crédite-t-il, ces manifestants-là, de pouvoir violer la loi? Si tel est le cas, il faudrait qu'on sache. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. S'ils vont marcher sur le palais. S'ils vont marcher sur le palais, ça veut dire qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi. Pourquoi? Parce que eux, le fameux arrêté Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur, ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Oui, mais la Constitution a des déclinaisons. La Constitution énonce des principes. Et les principes qui sont énoncés dans la Constitution, dans leur déclinaison, sont relayés soit par des lois organiques, soit par des lois, des décrets et des textes législatifs. Madame la ministre, vous aviez contesté, puisque vous rappelez votre passé d'opposante, vous aviez contesté ce fameux arrêté Ousmane Ngom. Mais pourquoi vous ne l'avez pas supprimé? Mais dès lors qu'il est en vigueur, il faut une le fois respecter. Au pouvoir. Ah oui? Dès lors qu'il est en vigueur, il faut le respecter. Si tant est que cet arrêté n'existait pas... Il était en vigueur à l'époque. Il était en vigueur à l'époque, mais nous avions... Vous l'aviez violé allègrement. Je ne pense pas. Les opposants ont passé le temps à manifester dans le périmètre du centre-ville. Hein? Dans les périmètres autorisés. La place de l'indépendance. La place de l'indépendance. Lorsque ceux qui manifestaient y étaient, nous on était en pleine campagne. Et vous vous souvenez, des opposants. Et vous vous souvenez d'ailleurs à l'époque, on nous avait traités de tous les noms d'oiseaux, mais nous avions dit à l'époque avec notre leader que nous étions des républicains. Et une fois que le Conseil constitutionnel en avait décidé, nous avions respecté cela. Et
une chose, et pas des moindres, nous avions confiance au discernement du peuple sénégalais. C'est pourquoi nous sommes partis en campagne. Et donc, nous avons toujours manifesté dans les périmètres autorisés par la loi. Je me souviens, une fois, on a fait une marche de l'université Cheikh Anta Diop au rond-point Blaise Diagne. Parce que c'était de cela qu'il s'agissait. L'autorisation nous permettait de nous arrêter à ce niveau-là. Et lorsque nous sommes venus, nous avons trouvé les forces de l'ordre en face de nous. Les leaders se sont concertés et on a dit non, il faut s'en tenir à la réglementation. Attention, comme on dit maintenant, il y a le VAR. Hein? Mais oui, ah non, oui. Ça je l'affirme. Oui. Et je peux même citer des noms puisque Alioune Tine y était. Donc nous avons marché de la société civile. Nous avons marché de l'université Cheikh Anta Diop au rond-point Blaise Diagne. Et nous avions les forces de l'ordre en face de nous. Et c'était une forte manifestation. Avec le président. pense que l'arrêté Ousmane Ngom. Oui, mais je vais en venir. Mais pour terminer, pour terminer sur ce que je disais. Oui. Et donc, à l'issue de cette manifestation-là, ce que nous avions compris, en disant que le peuple savait faire la différence. Ben, vous avez vu en 2012 ce qui s'est passé. Le peuple nous a donné raison. Et donc, c'est cette même confiance-là qu'on attend aujourd'hui de ce peuple pour faire le discernement. Puisque quand on parle de revenir sur la hausse d'électricité, je trouve que c'est un abus de langage. Parce qu'aucune hausse n'est intervenue dans le pouvoir, sur le prix de l'électricité. Par contre, il y a eu le retrait d'une catégorie de clients de la tranche sociale qui était subventionnée par l'État du Sénégal. Et c'est cela la corrélation qu'il faut avoir avec les propos que j'ai tenus. Sécuriser le pouvoir d'achat du travailleur. Parce que justement... Pour vous, il n'y a pas eu de hausse. Il n'y a pas eu de hausse. Comment on peut appeler l'ajout sur la facture de l'électricité? Il y a l'ajout sur la facture concerne cette tranche de clients bien déterminée qui est enlevée de la subvention de la tranche sociale. Parce que comme vous le savez, l'État du Sénégal, dans le cadre de la compensation au niveau du secteur de l'électricité, subventionne chaque année à hauteur de 250 milliards le client, si on peut l'appeler ainsi, de la Sénélec pour justement permettre de réguler les prix, puisqu'on ne leur impute pas les fluctuations du cours mondial. Ouais. C'est pour permettre d'être justement équilibré sur les prix que l'État y met une subvention. Maintenant, y mettant une subvention, il y a plusieurs catégories qui sont identifiées sur la base de la consommation électrique. Vous avez certains qui ont leur puissance de consommation qui est comprise entre 0 et 150 kW. Il y en a d'autres qui sont au-dessus de cette tranche-là. Quand vous entendez une puissance qui est comprise entre 0 et 150 kW, ça veut dire que c'est une famille normale, avec quelques appareils électroménagers. C'est la famille, la classe moyenne. Et plus de 600 000 ménages. À peu près 600 000 ménages. Qui sont épargnés. Pour cette catégorie-là, l'État du Sénégal indique que les prix n'ont pas bougé d'un iota, que la subvention qu'il mettait, il continuera à mettre. Maintenant, pour cette autre catégorie qui consomme plus et qui, en l'occurrence, de notre point de vue, a pu bénéficier de l'ensemble des politiques publiques qui ont été mises en œuvre pour leur permettre d'avoir une santé, une force capable de leur permettre de soutenir les réformes en vue de la transition, puisque nous sommes dans une période de transition, c'est ce que les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, avant de... Transition vers où? Vers le statut de pays pétrolier et gazier. Très bien. Pour le moment,
Nous sommes le pétrole et le gaz, détenteurs de on en ressources. parle beaucoup, mais on les attend toujours. Mais en attendant, Oui. Mamadou, là où nous nous trouvons, vous faites des aménagements, vous faites des investissements pour vous permettre d'atteindre votre vitesse de croisière. Mais comment, et les manifestants l'ont dit, et les Sénégalais se posent la question, comment est-on passé de l'embellie 2017 qui a permis la baisse du prix de l'électricité à cette grisaille qui a entraîné cette hausse sur le prix de l'électricité? Ce n'est pas une grisaille de mon point de vue. C'est un choix qu'il faut faire de gouvernance. Et que vous assumez. Que nous assumons. Vous ne reviendrez pas sur cette hausse ou ce réajustement? Cela dépendra de l'institution qui a en charge la vision, la politique de l'État. Oui. Mais ce qui est sûr, si nous allons dans la cohérence des actes qui sont posés, nous disons qu'il nous faut enclencher des réformes pour mieux bénéficier de toutes les retombées qui viendront en 2022 ou en 2023. Ouais. Pour cela, là, ce n'est plus 2022, on parle de 2023. En tout cas, oui. La période, la perspective, certainement, nous disons à partir de 2022. Maintenant, d'ici 2022, on verra ce qui se passera. Mais d'ici là, nous sommes en 2020, il y a tout un investissement à faire. Il y a également l'inclusion économique, sociale de nos populations qu'il faut assurer pour justement créer les conditions de notre émergence reposant sur nos ressources internes d'abord. Nous avons vu le contexte mondial. Devons-nous nous baser sur l'extérieur pour atteindre notre émergence ou l'État doit-il créer les conditions d'avoir des ressources internes propres, socle de son émergence? C'est cela la question. Il ne s'agit pas de voir où intervient la hausse, mais il s'agit de voir quel est le choix de gouvernance assumé que les détenteurs du pouvoir déclinent. Ma dernière question sur cette manifestation de vendredi, l'État va-t-il libérer ceux qui ont été arrêtés, Guy Marius Sagna, les Babacar Diop et autres, à la suite de cette manifestation qui exige leur libération? Maintenant, ce n'est pas à l'État d'appréhender ou de libérer. C'est une question qu'il faut adresser à la justice. C'est ça un État. Ce sont des pouvoirs bien séparés. Ils seront jugés sur la base de faits, parce que la justice ne se fait pas sur la base de pression ou de désir, mais c'est sur la base de faits conformément à des textes et des lois qui sont en vigueur. Je ne peux pas aujourd'hui indiquer quel sera l'avenir de ceux qui sont appréhendés, sinon je ne vois pas pourquoi je ne donnerai pas d'avis sur très certainement des parents qui y sont. Nous avons des parents qui sont appréhendés. Nous avons des parents qui ont maille avec la justice. Est-ce juste parce que nous sommes un État que nous devons décider du sort des uns et des autres? Non, je ne pense pas que nous soyons nous-mêmes, aussi bien société civile, acteurs politiques, syndicalistes et autres, dans cette perspective de conférer à l'État des pouvoirs qu'il n'a pas. D'ailleurs, les peuples ne l'acceptent plus. Et vous l'avez dit, la manifestation indiquait « Nyon Lank ». Nyon Lank, ça veut dire qu'on refuse. Très bien. Alors, je rappelle que vous suivez l'émission Jury du dimanche, iRadio, iTV, imedia.sn, avec comme invité Zahra Iyane Thiam, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Nous allons revenir sur les questions sociales tout à l'heure, questions sociales et questions économiques, mais parlons des questions politiques. La querelle au sein du pouvoir entre des responsables de premier plan de votre parti, voire de votre coalition. Comment vous analysez cela? Comment vous le percevez? Plusieurs fois, j'ai été interpellée sur cette question. Le plus souvent, je n'y ai pas répondu. Pas parce que je ne voulais pas répondre,
ou parce que je n'avais rien à dire. Parce que juste j'ai essayé de me mettre à votre place. Comment vous l'analysez? Comment est-ce que les Sénégalais l'analysent? Et donc, je me suis dit, c'est une question colle, difficile à répondre. Puisque ce qui est logique de dire, c'est que nous sommes des militants de parti. Et en tant que tels, nous avons des structures et des instances pour nous prononcer sur ces questions-là. Mais également, nous sommes dans un contexte où le peuple a le droit de savoir. Le peuple, nous sommes redevables en fait, aussi bien de l'action institutionnelle, de l'action publique et de l'image que nous renvoyons à nos administrés. Et de ce par certains choque l'opinion. Et de ce point de vue, oui. Et de ce point de vue, je pense d'abord qu'il nous faut savoir raison garder, qu'il nous faut également mesurer les enjeux de l'heure. Et les enjeux de l'heure, c'est justement comment nous pouvons, avec toutes les potentialités que le pays a, nous acheminer vers cette période 2022. Parce que pour moi, le défi, la grande période, ce n'est pas 2024. Pour moi, le défi, la grande période, c'est 2022. C'est lorsqu'on commencera à produire le pétrole et le gaz. Oui. C'est lorsque le Sénégal aura un nouveau statut. Et les défis qui entourent ce nouveau statut, nous ne serons pas à l'abri de lobby. Nous ne serons pas à l'abri de pression extérieure. Nous avons vu tous les pays à l'image, je ne veux pas citer de pays, mais nous avons vu plusieurs pays de la sous-région. Et les difficultés, les contradictions liées à l'exploitation des ressources naturelles. Et donc aujourd'hui, le combat que nous devons mener, ce n'est pas un combat entre personnes de même bord, ce n'est pas entre opposition ou majorité, mais c'est un combat patriotique, républicain, pour le bien que nous partageons. Justement, mais dans cette querelle, ce qui a été relevé, c'est que c'est des accusations faisant état de mauvaises pratiques au sein de l'État, en parlant d'une distribution de semences qui s'est faite à la tête du client. Ça, c'est des interpellations. On a même parlé de chantage exercé sur le président de la République. Est-ce que là, l'État, le gouvernement ne doit pas également clarifier les choses? Oui, mais maintenant, il faut qu'on fasse la part des choses entre ce que les personnes disent individuellement, entre la stratégie et la méthode que chaque individu utilise pour atteindre un objectif, quel qu'il soit, et les missions régaliennes des institutions. Aujourd'hui, si quelqu'un se sent lésé ou diffamé, il y a des structures bien définies pour y voir clair. Si également dans le cadre d'une gouvernance, il y a des accusations qui sont faites, il y a des structures. Et c'est tout le sens des mécanismes. Mais on écoute le gouvernement sur ces révélations. Voilà. Le gouvernement entend faire la sourde oreille? Je ne peux pas aujourd'hui dire quelle est la position du gouvernement sur ces questions-là. Par contre, ce que je sais, c'est que toute la gouvernance du chef de l'État est basée sur des mécanismes de transparence. Nous avons vu plusieurs structures qui ont été mises en place justement pour garantir la gouvernance transparente, la gouvernance sobre, la gouvernance vertueuse. Il y a les pratiques. Il y a les mécanismes, il y a les pratiques. Oui. Je suis d'accord avec vous. Oui. Et c'est justement le lieu aujourd'hui de voir l'efficacité de ces structures-là. Dans un état de droit, à charge pour chaque structure de prendre ses responsabilités. Et comme je l'ai toujours indiqué, conformément aux textes et lois en vigueur. Je voudrais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup par exemple, je vous donne l'affaire citée en objet, les 150 millions qui m'ont été attribués. Pourtant, par l'ADER. Tout récemment, la journaliste, en l'occurrence Mme Maïmouna Ndour Faye, qui en avait parlé la première, malgré
toutes les clarifications qui ont été faites par l'ADER notamment, en indiquant que le financement n'est pas mis à disposition parce que, et d'ailleurs c'est un financement qui n'a jamais été mis à disposition, elle y est revenue il y a 2 jours qui pour encore voilà, réitérer ses propos. Comment l'analysez-vous? Bon, moi je laisse la consoeur quand même. C'est pour vous cette dire. Cette émission n'est pas une tribune pour parler d'elle. C'est pour au nom vous dire. de la confraternité qui nous lie. Mais est-ce que vous avez reçu ce financement de 150 millions? Non. D'ailleurs, je n'ai jamais demandé. Zahra Iyane Thiam n'a jamais demandé. Pour recevoir, il faut avoir demandé. Je n'ai jamais demandé. Le GIE a reçu une promesse de financement le 25 juillet 2018. À ce jour, il ne l'a pas reçu. Et nous avons tous les documents pour l'attester. Mais comment se fait-il que le directeur, le DG, délégué général de l'ADER, c'est ce qu'on avait dit, de bonne foi, il a pu penser, de bonne foi, il a pu penser que le financement était à disposition puisque c'est lui-même qui en avait fait la promesse à la place de l'Obélisque. Après vérification avec ses services, tous les communiqués qui ont été faits à la suite indiquent clairement que ce financement n'est pas mis à disposition du GIE. Alors, je ne profite pas de votre tribune, mais c'est juste pour étayer l'argumentaire selon lequel chacun use de stratégie. À quelle fin, on ne peut le dire. C'est pourquoi il nous faut un état de droit avec des institutions fortes, mais surtout respectées. Que devrait faire le président de la République aujourd'hui, qui est aussi président de votre parti, par rapport à toute cette agitation au sein de votre camp? Maintenant, l'agitation en tant que telle, moi, c'est une agitation que l'on vit. Il n'y a rien de nouveau. Le dynamisme au niveau des partis politiques, qui sont par essence des lieux d'adversité, mais vraiment c'est sain, ce n'est pas une adversité féroce, ça doit être une adversité saine, expression d'ambition saine, expression voilà, de tout ce qu'on a comme engagement pour son parti, pour son pays, etc. Donc le dynamisme en tant que tel au niveau des partis politiques peut justifier certaines positions, surtout quand on approche d'échéances. Nous aurions dû avoir les élections locales. Donc cela se profile à l'horizon. Également, nous sommes dans un contexte politique inédit au Sénégal, où nous sommes sur la limitation des mandats, où nous sommes sur un président sortant avec, qui finit son mandat, etc. Donc, toutes ces questions-là... Et qui en finit définitivement. Mais cela est déjà réglé. Ce que je ne comprends pas au Sénégal, c'est que quand bien même les textes nous parlent, quand bien même les personnes nous parlent, mais chacun reste sur son désir et sur son point de vue. Dans ces conditions-là, comment voulez-vous que nous discutions? Comment voulez-vous que l'on se comprenne avant de s'entendre? Il y aurait une guerre de succession dans votre camp? Je ne pense pas. Guerre de tranchées? Ce n'est pas ce que j'ai vu. Et je le dis sincèrement. Vous dites le contexte politique, échéance à arriver. Je suis un acteur politique. Vous me parlez et je vous de interroge toute cette à ce tension-là. titre. Maintenant, c'est pourquoi je vous dis, en tant qu'acteur politique, et pas des moindres au niveau de la majorité présidentielle, je suis au niveau du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République, membre du secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar. Donc, je peux être quand même dans des cadres qui me permettent de savoir quelle est l'orientation de la majorité présidentielle. Vous ne sentez pas une guerre de positionnement, de succession? Aucunement. L'orientation de Benno Bokk Yakaar aujourd'hui, c'est de répondre à la préoccupation des Sénégalais. D'ailleurs, nous avons tenu plusieurs séminaires à la suite de l'annonce du dialogue national, les concertations par Monsieur le Président de la République. Tout de suite après, la coalition Benno Bokk Yakaar s'est retrouvée autour de 3 séminaires pour justement sur toutes les questions qui seront en débat, que ce soit au niveau de l'environnement,
au niveau des questions économiques, syndicales, la stabilité sociale, sur toutes ces questions, les ressources naturelles, et la coalition s'est retrouvée pour réfléchir en profondeur sur toutes ces questions. Donc l'orientation stratégique aujourd'hui de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est moins des questions de succession, c'est moins des questions de positionnement, mais c'est plus accompagner son candidat, le président de la République en l'occurrence, pour réaliser les 5 initiatives nationales, les 3 programmes sectoriels et les 5 accès universels pour justement faire une redistribution rationnelle de la croissance économique et permettre de sécuriser les travailleurs, les Sénégalais dans leur mode de vie, dans leurs conditions de vie. Zahra Iyane Thiam est l'invité du jury du dimanche. Nous allons rester sur les questions politiques. La question de la révision de la Constitution est remise sur la table. C'est au cours des discussions, justement, entre acteurs politiques. On parle d'une proposition de suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels portée par un responsable de votre camp. Vous êtes en phase avec lui? C'est une question qui n'est pas à l'ordre du jour au niveau de la coalition, ni de la majorité présidentielle, ni des représentants de la majorité. C'est une question qui n'a pas été évoquée dans le cadre du dialogue politique. Elle aurait pu être évoquée puisque je voudrais avoir l'information. Mais l'information que j'ai et qui est indéniable, c'est que c'est une question qui n'est pas portée par la majorité présidentielle. C'est une question qui n'a pas été débattue dans le cadre des discussions du dialogue politique. C'est une question qui aurait pu être évoquée par un membre de la commission en dehors des travaux de la commission. Mais c'est toujours utile que c'est votre allié, en l'occurrence Serigne Mbacké Ndiaye, qui a même assumé ses propos en disant qu'il a tenu ses propos et qu'il est mandaté par le président de la République au sein de la commission. Monsieur le Président de la République a mandaté l'ensemble des 20 représentants de la majorité présidentielle au niveau de la commission du dialogue politique. Y compris M. Serigne Mbacké Ndiaye, sur la base d'une feuille de mission clairement indiquée dans le cadre de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar à l'issue des séminaires qui ont été tenus et qui déclinent l'ensemble des positions de la majorité présidentielle dont celle-ci ne fait pas partie. Oui, comment se fait-il que ces propos ont pu sortir, ces propositions? Il faut lui demander. Mais en tant que membre du secrétariat exécutif permanent, organe technique de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, je réitère et maintiens les propos qui ont été énoncés. Autre idée agitée, cette fois-ci c'est l'opposition, ou en tout cas un opposant, qui a fait la proposition, à savoir dissocier la fonction de président de la République de la fonction de président de parti. Macky Sall est président de la République et président de l'APR. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, il devrait démissionner de la présidence de l'APR? Non. Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, lorsqu'on était dans les travaux des assises nationales, moi-même j'étais chef de parti à ce moment-là. Et j'avais catégoriquement refusé en son temps cette idée de démission d'un président de la République de son parti une fois qu'il est élu. C'est encore votre position aujourd'hui? C'est toujours ma position. Ce ne sont pas les titres et les positions qui déterminent les personnes. C'est l'engagement qui détermine la personne. Et aujourd'hui, avoir plusieurs titres, être un militant, ma plus grande fierté, moi, c'est de me réclamer toujours militant, politique. C'est ma plus grande fierté. Donc, je ne vois pas en quoi je devrais, au nom d'un suffrage acquis sur la base de ce manteau-là, m'en départir une fois que je suis élu. Si c'est pour être dans l'impartialité, si c'est pour mettre les Sénégalais au même pied d'égalité, il ne s'agit pas de me départir de mon manteau de chef de parti pour réaliser cela. Oui, la difficulté, c'est que, parlant de Macky Sall, comme hier d'Abdoulaye Wade, d'Abdou Diouf, de Léopold Sédar Senghor,
on ne sait pas à qui on s'adresse. Est-ce que c'est au président de la République ou au président du parti? Surtout qu'il existe un délit qui s'appelle délit d'offense au chef de l'État. Oui, mais on sait très bien à qui l'on s'adresse. Ah, c'est difficile de savoir. C'est difficile peut-être quand on veut voir cela. Mais aujourd'hui, la mission régalienne d'un chef d'État est non seulement clairement indiquée, mais ne peut avoir de chevauchement aucunement avec sa mission de militant. Oui, il peut rester militant, mais président d'un parti. C'est une question, c'est ma position C'est sur cette position. question, et que dès lors que la personne en âme et conscience répond à ce pourquoi elle a été élue, de manière impartiale, de la manière la plus républicaine et patriotique qui soit, le manteau pour moi importe peu. Maintenant, ce qui est rassurant dans cet état d'esprit-là, c'est que les peuples refusent, les peuples réclament plus. Et ça, au-delà des acteurs politiques, chaque personnalité doit être consciente de cela. On ne peut plus se permettre de faire ce qu'on veut. Ça, c'est indéniable. Et ce n'est pas propre au Sénégal. C'est un constat mondial. Et par conséquent, devons-nous nous arrêter à ces questions de président, chef de parti, ou devons-nous nous concentrer sur les défis futurs? La place des femmes et des jeunes dans la gouvernance du président Macky Sall, nous abordons maintenant ce thème, Madame la ministre Zahra Iyane Thiam. Vous-même, vous êtes une femme, mais il y a ce constat que nous faisons, la présence de 4 A, je les appellerai comme ça, Aminata Touré à la présidence du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Mbengue Ndiaye à la tête du HCCT, Aïssata Tall Sall, envoyé spécial, Awa Marie Coll Seck, ITIE. Constat que vous faites et qui signifierait quoi? Mais pourquoi vous n'y mettez pas les Z? Oui. Et les autres Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'Aminata, de A et Aminata Assome Diatta. Quelle réflexion? Que les femmes sont au début et à la fin, de A à Z. N'est-ce pas? Les femmes sont au début et à la fin de la gouvernance du chef de l'État. Il ne peut y être autrement, puisque d'abord les femmes sont majoritaires, les femmes sont le socle de la famille, mais parce que les femmes également font des résultats. Elles ne sont pas de faire valoir. Je vous repose la question, pensez-vous? Aujourd'hui, moi, je pose les questions. Oui. Donc, je ne pense pas que nous soyons des faire-valoir. Et je prendrai ma propre personne, si vous le permettez, comme exemple. Ministère de la microfinance et de l'économie sociale solidaire. Deuxième initiative nationale du président de la République. Le jour de la prestation de serment, il indique j'ai 5 initiatives nationales pour mon prochain quinquennat. La jeunesse, première priorité du chef de l'État. Les femmes, à travers l'économie sociale solidaire, deuxième initiative nationale. Je ne pense pas que nous soyons des faire-valoir. Pas des maquillettes? Non. C'est vrai que nous l'avons accompagné, que ce soit la présidente Aminata Touré, la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, aujourd'hui le maire Aïssata Tall Sall. Donc, nous, on est content de voir que de plus en plus les acteurs adhèrent à la vision du chef de l'État. Parce que nous avons accompagné un homme pour qui nous pensons très sincèrement qu'il peut faire des bons en avant pour le pays. Et il est heureux que nous ayons pu l'accompagner durant cette période où nous assistons à des ressources, de nouvelles ressources pour notre pays. Et je voudrais citer quelques éléments qui indiquent que nous ne sommes pas juste des faire-valoir, mais au contraire, que l'on s'est battu pour le porter et on se battra pour qu'il
accomplisse sa volonté pour ce quinquennat-là, c'est la constitutionnalisation des ressources naturelles. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un comme ça qui vous dit que la richesse d'hier, d'aujourd'hui et de demain est pour le peuple sénégalais. Vous ne pouvez pas avoir la constitutionnalisation de la candidature indépendante à tous les types d'élections. Vous ne pouvez pas avoir l'institutionnalisation d'une journée de dialogue national et dire que c'est une personne qui n'a pas d'ambition pour son pays, et que c'est une personne qui prend les personnes pour les faire valoir. 3 éléments qui, de mon point de vue, indiquent la personnalité du président de la République. Quelle raison pensez-vous, avec cette association des femmes à l'exercice du pouvoir, que le Sénégal pourrait élire une présidente de la République? Nous y sommes. Oui. Nous y sommes. Dans quel horizon? Nous y sommes. Ah oui, déjà en 2024, nous par y exemple. sommes. Que ce soit 2024 ou 2029 ou les prochaines élections, ce n'est pas la temporalité qui importe, c'est l'état d'esprit. Et aujourd'hui, l'état d'esprit montre que toutes les personnes doivent être ensemble pour réaliser des objectifs, qu'elles soient hommes ou femmes, jeunes. Oui, très bien. Alors, question Facebook maintenant, il y a des compatriotes qui vous interpellent. Ibrahim Bousso, le président Sall a dit que le développement se fera par solidarité, sinon il ne se fera pas. Qu'en pense Zahra Yantiam? Est-elle dans cette logique de solidarité pour aider les plus démunis à améliorer leur pouvoir d'achat? Il cite 41 milliards de la Banque africaine de développement à l'ADER. On revient sur l'ADER pour le financement des jeunes et des femmes. Si cet argent est utilisé à bon escient, sans détournement, le chômage ne sera-t-il pas un vieux souvenir au Sénégal? Et puis, Madiba Diao, depuis 2012, on vante des taux de croissance de l'ordre de 6 à 7% au Sénégal, mais on ne les ressent pas. C'est pourquoi le président de la République a voulu apporter un modèle d'entrepreneuriat qui permet d'aider les plus vulnérables ou les plus faibles, pas à survivre, mais à entreprendre et à se prendre en charge. Et c'est ça l'économie sociale solidaire. C'est permettre à chaque personne qui se trouve au coin de la rue de pouvoir entreprendre. En quoi faisant? D'abord, en mettant l'homme avec un grand H au centre de l'action économique, en le faisant dans la solidarité et en le faisant dans son lieu de prédilection. Cela a 3 avantages. D'abord, ça nous permet de croître l'inclusion, ça nous permet également de résoudre la question de l'auto-emploi et ça nous permet de répondre à l'impératif, à la lutte contre l'exode rural. Et ce sont des phénomènes, des problèmes sociaux que nous avons. Et vous êtes convaincu que l'ADER est une réponse vraiment à l'emploi ou à l'employabilité des jeunes et des femmes? Quand on sait qu'il y a encore des jeunes qui meurent en mer, comme là, il n'y a pas longtemps, 15 jeunes Sénégalais. Oui. Et il faut s'en émouvoir. Oui. Mais au-delà de l'émotion, il faut des réponses. Et c'est ce que je disais tantôt. On me dit que tu aimes bien parler de l'économie sociale solidaire depuis ta nomination. Mais l'économie sociale solidaire, pour certains pays, représente 13% du PIB. Nous, aujourd'hui, dans le secteur des acteurs de l'économie sociale solidaire, qui est un secteur que vous retrouvez au niveau des coopératives, au niveau des mutuelles, au niveau des exploitations familiales, au niveau de la pêche, de l'artisanat, du tourisme, des services, et le secteur informel. Nous avons 3%. Cette action des acteurs de l'économie sociale solidaire représente 3%. Si ce secteur est boosté avec un modèle accompagné de moyens, le secteur de la microfinance, identifier les défaillances au niveau de toutes les chaînes de valeur et permettre à ceux qui veulent entreprendre d'entreprendre à la place de l'appui
Parce que l'économie sociale solidaire, ce n'est pas du social. C'est ce que semble dire votre question Facebooker. L'économie sociale solidaire, c'est de l'entrepreneuriat économique basé sur la solidarité inclusive. Donc, l'ADER est un des instruments. Parce que quand le chef de l'État a fait le diagnostic pour en venir à son engagement pour mettre à la disposition de la jeunesse les conditions de création de l'emploi, il s'est dit que la première barrière à l'auto-emploi, c'était justement l'accès aux ressources financières. Et donc, la délégation à l'entrepreneuriat rapide permet de régler des questions ponctuelles. Mais sur la durée, il y a des mécanismes structurels. Voulez-vous avoir la DER dans votre département quand d'autres proposent que la DER soit plutôt mise au niveau du département emploi? Moi, je suis partisan de ceux qui disent que la DER doit être telle qu'elle est configurée présentement. Parce que sa mission diffère de la mission d'un ministère. C'est-à-dire répondant directement du président de la République. Avec, répondant peut-être logé à la présidence, mais dans son mécanisme, je parle de son fonctionnement. Dans sa partie fonctionnement, l'ADER répond très rapidement à un souci. Oui, mais est-ce que vous souhaiteriez qu'elle soit logée au sein de votre ministère? Ma question est précise. Parmi les chantiers que nous avons au niveau du ministère, nous avons la validation de la lettre de politique sectorielle, une loi d'orientation de l'économie sociale solidaire qui encadrerait le secteur, mais surtout la recherche de nouvelles générations de partenaires. Donc, pour répondre à votre question, notre priorité pour le moment, ce n'est pas de prendre des mécanismes pour les mettre au sein de notre ministère. C'est trouver des mécanismes innovants, adaptés à nos couches, mais plus encore, c'est rendre cohérente l'action institutionnelle. Et dans ce cadre-là, avoir l'ADER, avoir le fonds STAB, avoir les autres, l'ADPME, les autres mécanismes, autour d'une action institutionnelle pour nous rendrait plus efficace, plus efficiente, aussi bien les ressources que l'action publique. Vous ne cracherez pas sur l'ADER? Vraiment, je pense que ce n'est pas l'orientation. Ce que je ne... je ne voudrais pas qu'on l'appréhende ainsi. Parce que ce serait faire du tort à l'action publique que de penser qu'il faut juste prendre des mécanismes pour les loger dans des secteurs. Ce n'est pas cela le plus important. Le plus important, c'est l'efficacité des structures. Et je pense que l'ADER, tel que présentement indiqué, mérite d'être consolidé pour répondre de la manière la plus efficace à l'entrepreneuriat rapide. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Votre collègue ministre de l'économie et du plan Amadou Hott dit ceci: l'ADER a les outils pour contraindre tous les bénéficiaires à rembourser. Vous sentez-vous visé par ces propos? Pourquoi je me sentirais visé? Si vous seriez bénéficiaire d'un quelconque financement? J'attendrai d'être concerné par ces propos. Ce sont des propos que je ne vois pas. Comment je me sentirais visé? Oui, parce qu'en fait, le public aimerait savoir, Madame la ministre, cette histoire de 150 millions, on revient dessus de manière la plus claire, la plus simple. Oui, de manière la plus claire, la plus simple, on n'a rien reçu. Rien, absolument rien. Donc, je ne peux pas me sentir visé par ça. Très bien. Et j'ai les preuves de ce que j'annonce, parce que je ne le dis pas comme ça. Et j'aurais reçu les 150 millions, qu'ils ventent ou qu'il pleuve, j'aurais dit que j'ai reçu. Parce que c'est cela mon éducation. Si vous auriez remboursé? Oui, et j'aurais remboursé parce qu'on a d'autres prêts. On a d'autres prêts ailleurs et on les rembourse tout le temps. Ande Diego? Ande Diego, pour le moment, n'a pas de dette.
Vous êtes toujours à la tête de ce GIE? Non, 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 non. Il y a une autre coordinatrice. Moi, lorsque j'ai été portée à la tête du département, j'ai pris de la hauteur parce que je considère que je dois être là pour tout le monde, y compris Andy Diego. Donc, je ne suis plus à la tête de la structure. Alors, il y a également cette question relative au taux de croissance qui a été posée, mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage, puisque vous vous occupez de l'économie solidaire, sociale et solidaire, entre ce taux de croissance de presque 7% et le rapport sur le développement humain 2018 du PNUD qui classe le Sénégal à la 166e place sur 189 pays, 2 places de perdu d'ailleurs comparé à 2017, en dépit de ce taux de croissance. Oui, et troisième au rang africain. C'est ça. Je ne pense pas, puisque dans le même rapport, il est indiqué qu'il faut que les indicateurs fassent leur mue et prennent en compte les critères. Parce que souvent, et le rapport l'indique également, il constate qu'il y a des décalages entre les indicateurs et la réalité. Compte non tenu de la moyenne qui est prise. Vous verrez par exemple au niveau des États-Unis, par exemple, est-ce que l'IDH est très élevé? Mais ils ne sont pas parmi le top 10 des pays. Est-ce à dire que la situation sociale ne reflète pas ce que les indicateurs disent? Donc c'est des questions comme ça. La perception qu'on peut avoir, c'est que le Sénégal est un pays mais vraiment pauvre avec un taux élevé de pauvreté. Mais non, ce n'est pas cela la perception qu'on peut avoir. Parce que si les États-Unis ne sont pas dans le top 10, pourtant c'est quasiment les premiers pays. Moi, je préfère parler du Sénégal. Comparaison pour comparaison. Qui est notre pays. Voilà, c'est pour vous dire que justement, si nous partons sur la base d'un raisonnement qui n'est pas solide, on peut faire des erreurs. Or, aujourd'hui, ce qui demeure constant, c'est que la croissance a pu générer une certaine stabilité. Sauf que le développement humain, ça renvoie à quelque chose de précis aussi. Voilà, le bien-être, être bien soigné, être bien éduqué, manger à sa faim, boire à sa soif. Ça renvoie aux infrastructures sociales de base. Oui. C'est pourquoi nous avons le PUDC. Oui, mais oui, c'est pourquoi ce classement, est-ce qu'il ne décale pas du taux de croissance et des réalisations qui ont été faites. Les indicateurs, pour moi, surtout ce genre de rapport, c'est comme du parfum. Il faut les sentir, mais il ne faut pas les boire. Ah oui? Ça vous permet de réajuster vos politiques, puisque nous sommes dans un contexte mondial. Vous prenez ce rapport avec des pincettes? Non, je ne le prends pas avec des pincettes, bien au contraire. Je le lis très en profondeur. Mais également, ça ne doit pas me permettre d'occulter les réalisations. Très bien. Vous avez dit qu'il faut bien se soigner. D'abord, il y a les politiques de gratuité de l'État, que ce soit la césarienne, les enfants de 0 à 5 ans, la couverture maladie universelle. Donc, c'est dire que sur tous les indicateurs de l'indice IDH, le gouvernement du Sénégal a en amont mis en place des politiques qui concourent à l'atteinte de ce mieux-être-là. C'est vrai que nous sommes catégorisés dans les pays faibles, mais les politiques qui sont mises en œuvre quand même, que ce soit au niveau de la répartition équitable de la richesse, au niveau de l'accès aux infrastructures sociales de base, au niveau des filets sociaux qui permettent, quoi qu'on puisse dire, de tirer les populations, les bourses de sécurité familiale, etc., nous montrent que nous sommes également sur cette voie-là de l'inclusion, de mettre toutes les populations dans des conditions de vie décentes. On écoute cet audio, ou on regarde cette vidéo pour terminer avec cette émission, Madame le Ministre. C'est un ensemble d'acteurs, des acteurs socio-économiques qui sont au service d'un projet social. Ce projet social prône une autre vision de l'économie, une économie qui va être basée sur des valeurs différentes où on va faire prévaloir cette fois-ci la solidarité et le service rendu par rapport au profit économique. L'économie sociale et solidaire est née dans les années 80
comme une réponse finalement aux crises économiques, à la crise économique. Son objectif, c'était de remettre l'être humain, la personne humaine, au cœur des préoccupations économiques, en combinant un engagement social et une initiative économique. Donc combiner la valeur sociale et la volonté d'un développement économique. Le but, c'est de promouvoir une plus grande cohésion sociale dans un pays et donc une société qui va être beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus équitable. Les acteurs, qui sont les associations et les entreprises de l'économie sociale et solidaire, vont se révéler être de véritables moteurs pour l'emploi et également des vecteurs du développement économique et social, souvent des vecteurs du développement durable. Elles vont permettre de réinsérer un certain nombre de chômeurs parce que c'est dans l'économie sociale et solidaire qu'on va trouver des initiatives de réinsertion. Elles vont aussi permettre de redynamiser une économie dans certains bassins qui sont des bassins dits sinistrés. C'est dans les associations et les entreprises de l'économie sociale et solidaire qu'on va trouver ces initiatives d'insertion par l'activité économique, de promotion de ce qu'on appelle le microcrédit ou de développement de coopératives d'activité. Je pense notamment aux coopératives agricoles qui se développent de plus en plus. Enfin, elles permettent des échanges qui sont plus équitables. Elles permettent de développer des productions qui vont être des productions considérées comme plus durables, plus soutenables. On pense notamment au secteur des énergies renouvelables, de l'agriculture biologique et puis du commerce équitable. Des explications de ce que c'est que l'économie solidaire et sociale, vous l'avez expliqué aussi, mais à l'heure du budget programme, et également du vote du budget de votre ministère, 9,7 milliards. Qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment, concrètement, avec ce budget? On peut faire de l'économie sociale et solidaire. Oui. Vous les avez entendus dire, c'est l'insertion par l'économique. C'est le microcrédit. C'est l'impulsion de l'auto-entrepreneuriat centré sur la solidarité. Nous avons un budget de 9 milliards. Partagé autour de 3 programmes. Un programme pilotage classique, mais nous avons un programme de la microfinance, de la promotion de la microfinance à hauteur de plus de 7 milliards et le reste alloué à l'économie sociale solidaire. Donc le ministère a 2 instruments. Et aujourd'hui, notre priorité, c'est toute cette masse informelle, tout ce micro-entrepreneuriat, qu'on puisse l'impulser à travers de l'entrepreneuriat, chacun avec son besoin en termes de ressources. Vous avez les moyens de votre politique pour réussir? Pour le moment, le budget programme, comme vous l'avez indiqué, est un programme pluriannuel. C'est ça la différence avec le budget moyen où il était annuel. Avez-vous les moyens pour réussir? Sur 3 ans, nous avons plus de 53 milliards. Très bien. Je pense qu'on a largement les moyens pour réussir, compte tenu de cette perspective de génération, de nouvelle génération de partenaires. Merci Zahra Iyane Thiam, vous êtes ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Vous étiez l'invité du jury du dimanche, présenté avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane. Merci à l'équipe technique iRadio, iTV, iMédia SN pour le compte rendu de cette émission que nous diffusons à partir du point E, immeuble Bellibusso, rue Kaolack, angle Tambacounda, en face de l'IPRES. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.